Notre débat du jour s'intéresse à l'implication des collaborateurs dans sa stratégie, dans sa politique RSE. Pour en parler, j'accueille sur le plateau Fabrice Bonifay, qui est directeur QSE chez Bouygues et développement durable. Et vous êtes également président du C3D. Merci Fabrice d'être avec nous. Bonjour. Et à côté de lui, en face de lui, nous avons Timothée Quelard, qui est cofondateur d'EcoDev. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Tous les deux pour parler de ce sujet. Alors par où commencer pour impliquer ses salariés dans sa stratégie RSE, Fabrice, selon vous? Par quoi on commence? Il faut déjà que le patron soit motivé, parce que c'est difficile de motiver les collaborateurs si le patron ne l'est pas. Comme disait ma grand-mère, un escalier, ça se balaye par le haut. Donc, s'il y a une vraie volonté d'agir, les collaborateurs ne peuvent qu'adhérer en fait à ce type d'approche, franchement, surtout aujourd'hui avec ce qu'on sait, avec le niveau d'urgence des mesures à prendre pour nous sauver nous-mêmes, au-delà de sauver la planète. Aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté de mobiliser les collaborateurs sur ces sujets. Parce que les gens ont compris, enfin une grande partie des gens ont compris pourquoi. Mais quand on a compris pourquoi, ça ne suffit pas pour agir. Il faut mettre en place un plan d'action, définir une raison d'être de l'entreprise, modifier le modèle économique, changer le système de reconnaissance, changer le système de management, il faut tout changer. Donc tout le monde est pour le progrès mais contre le changement, donc c'est compliqué. Par où commencer, selon vous? Pareil, par le dirigeant? Clairement, non, on suit un baromètre depuis plusieurs années sur le sujet, effectivement, de la perception des salariés sur leur employeur, sur la politique RSE, et on voit qu'effectivement, aux trois quarts, ils attendent que leurs dirigeants soient exemplaires. Donc ça, c'est un vrai point d'entrée. Il y en a un autre qui est quand même essentiel, c'est la pédagogie, la sensibilisation ou l'éveil autour de ces thématiques, parce que comme vient de le dire Fabrice, c'est très judicieux. Il faut changer quasiment tout. Et pour changer tout, il faut accepter de vouloir changer. C'est la base, ça paraît peut-être évident, mais c'est important de le dire. Et là, si le constat n'est pas le même, et si la base de ce que c'est le changement n'est pas, on va dire, partagée par tous, on n'y arrive pas. Et là, on le voit sur le baromètre aussi qu'on suit. Il y a quelques années, on était à peine 10% des salariés qui arrivaient à définir ce qu'on peut appeler une politique RSE au développement durable. Aujourd'hui, c'est à peu près la moitié, donc on a fortement progressé. Mais une fois qu'on est d'accord sur le constat, changer les modèles, là on voit que c'est beaucoup plus compliqué parce que à peine 10% des entreprises, et je suis assez sympa en disant 10%, ont réellement commencé à monter des nouvelles offres ou à monter des nouveaux fonctionnements. C'est plus difficile pour une grosse entreprise que pour une petite, peut-être, de réorganiser toute son entreprise autour de ces enjeux-là? Oui, je pense que quand on est plus gros, il y a plus de monde à faire changer et il y a des modèles avec des enjeux financiers qui sont importants. Donc clairement, quand on crée une structure qui peut-être est plus agile et va être capable d'évoluer très rapidement, ça va être plus simple. Après, les gros ont des moyens que les petits n'ont pas, et si on ne fait pas changer les gros, les petits peuvent être tous vertueux, ça ne changera pas la donne au global, quoi. Chez Bouygues, par exemple, ça a été plus compliqué du fait de la taille de l'entreprise? On ne peut pas changer un corps social de 138 000 collaborateurs comme ça en claquant de doigts. C'est pas possible. Par contre, ce qui est possible, c'est ce que vient dire Timothée, c'est de travailler avec les managers, parce qu'en fait, une grosse entreprise, c'est une agrégation de PME, en fait, qui partagent la même culture, qui partagent des valeurs, mais comme les centres de profit sont quand même très indépendants les uns des autres, et la vitesse de la transformation est très différente en fonction de la maturité des managers des unités opérationnelles. Donc il y a des unités opérationnelles qui vont très vite, parce qu'il y a des convictions personnelles des dirigeants, et puis aussi une maturité des clients qui commence à arriver et qui nous aident. C'est plus facile quand le client est demandeur. Et puis il y en a que ça va moins vite pour tout un tas de raisons. Donc non, c'est pas du tout homogène dans un grand groupe, même si la direction générale a un rôle à jouer pour impulser, pour donner les moyens, pour maintenir une vision claire et la plus partagée possible. Mais ensuite, au niveau du déploiement, c'est chaotique. C'est forcément chaotique. Et maintenant, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour changer ces modèles, parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas simplement d'améliorer à la marge, de faire un peu moins mal ce qu'on a toujours fait. Ça, on peut considérer que ça fait 10 ans qu'on essaye de faire moins mal. Maintenant, il faut vraiment faire autrement, en prenant véritablement en compte les enjeux de long terme, en s'inscrivant dans une stratégie de décarbonation, parce que ça, c'est la mère des batailles. On dit, voilà, il faut qu'on arrive à faire les mêmes résultats, mais en émettant 2 fois moins de carbone d'ici 10 ans. Et ça nécessite véritablement de tout changer. Mais est-ce qu'on est encore en phase de sensibilisation
Non, Bon. ça y est, on l'a passé, on est en phase d'action là. Oui, enfin, je pense que maintenant, ça va être compliqué pour les entreprises les moins sincères de continuer de faire semblant, quoi. Il y a eu beaucoup de greenwashing au début des démarches, et maintenant, il y a de plus en plus de censeurs et de parties prenantes qui savent décrypter le blabla de ceux qui passent véritablement à l'acte, parce qu'on sent que les entreprises sont sincères dès lors qu'elles mettent en place des offres alternatives, visibles, et puis dès lors qu'elles publient aussi des engagements mesurables et quantifiables, et aussi qu'elles indiquent leur niveau d'investissement. Parce qu'en fait, dis-moi combien tu investis, je te dirai comment tu es sincère. Donc, à partir de là, de plus en plus de parties prenantes arrivent à décrypter assez facilement le niveau de sincérité des entreprises. Et nous, au C3D, on voit bien que depuis quelques mois, il y a un vrai changement de braquet qui s'opère. Alors, la question, c'est... Je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont conscience qu'on ne pouvait plus continuer comme avant. La difficulté maintenant et la question, c'est est-ce qu'on ira assez vite pour réussir l'enjeu climatique et entraîner à la fois nos écosystèmes respectifs en France et à l'international, parce que la France, c'est que 2% des émissions mondiales. Donc nous, on a intérêt à être vertueux pour nous-mêmes déjà, pour nos parties prenantes à nous, mais on a intérêt aussi à l'être pour entraîner au-delà de nos frontières d'autres entreprises, d'autres communautés à s'inscrire dans une trajectoire de transition. Timothée, comment concrètement impliquer les salariés dans une démarche éco-responsable ? Alors, comment c'est tout un chantier. Hein. Il y a beaucoup de canaux et de moyens finalement de les embarquer. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que l'attente est très forte pour les 3/4 vraiment de travailler sur la sensibilisation, l'éveil et déjà des formations. Peu sont finalement bien formés. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais globalement, à peu près un salarié sur 2 doit être formé sur les 2 dernières années, de l'ordre d'une journée au grand maximum sur ces sujets de RSE. Donc, on est vraiment sur des micro-formations, là où il y a des attentes beaucoup plus fortes. Et je pense que ça, c'est la base. Les autres attentes qui ressortent souvent, c'est de pouvoir avoir une vision très claire du dirigeant et de la feuille de route de l'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de salariés qui cherchent du sens dans leur quotidien professionnel, qui n'y trouvent pas leur compte aujourd'hui, parce que quand vous êtes extrêmement vertueux dans votre quotidien personnel, mais que votre activité ne l'est pas, parce que les investissements, l'activité va à l'encontre, ça pose énormément de problèmes. Donc c'est comment concrétiser finalement cette philosophie et cette stratégie RSE sur de l'opérationnel. Et là, ils attendent de leur manager d'avoir des actions concrètes, de pouvoir avoir des... Mais ça peut venir d'eux aussi, des initiatives qui viennent du salarié lui-même pour mettre une ruche, par exemple, sur le toit de l'entreprise. Ça peut être très concret. Les impliquer, c'est les faire participer aussi. C'est la raison d'être des Codev au départ, il y a 11 ans, c'était comment on va créer des choses véritablement efficaces, concrètes sur le terrain pour les faire remonter le plus haut possible. Bon, il se trouve que c'est un peu un échec parce que tant que vous n'avez pas des dirigeants, une stratégie et pas de temps et pas de budget, vous avez beau vouloir dire on va faire des choses, ça va finir par des actions symboliques. Il faut des moyens quand même. Le gobelet, éventuellement une rue, ce genre de choses, mais c'est pas ça qui va changer profondément les choses. Donc nous, on a beaucoup dépensé d'énergie pour des résultats assez faibles, mais c'est extrêmement satisfaisant. En tout cas, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que le faire, en tout cas, ça rend heureux, ça rend... on va dire plus motivé au jour le jour. Mais quand on fait un zoom un peu macro, si on prend à l'échelle de la France, moi on travaille sur le carbone depuis plus de 10 ans, on n'a jamais eu autant de rapports qui annoncent que les entreprises sont plus vertueuses d'une année sur l'autre sur le carbone, mais la somme globale de toutes ces additions reste au-dessus de la moyenne et au-dessus des ambitions qu'on s'est fixées. Donc à un moment donné, c'est comment plein de moins font un plus. Donc voilà, et on en commence à avoir la traduction de ce genre d'éléments. C'est que si je le prends sur le trajet, par exemple, quotidien des collaborateurs et le télétravail, qui est un sujet d'actualité, on voit que certaines études démontrent qu'on gagne du carbone parce que les gens se déplacent moins. Donc l'entreprise a un bilan carbone plus vertueux, mais ce temps disponible qui n'est pas passé dans les transports en commun peut être consacré à autre chose. Et éventuellement partir en week-end, faire d'autres loisirs, ou s'occuper à faire d'autres choses qui, eux, peuvent avoir des impacts encore plus négatifs, on va dire. Donc là, il y a le sujet de comment embarquer les salariés, mais en fait, les salariés, il faut les embarquer aussi dans leur vie perso, ou l'inverse. En tout cas, voilà. Dans une réorganisation, c'est ça, Fabrice. 10 secondes pour réagir, si vous voulez. Non, mais il a raison, garçon. L'effet rebond, c'est redoutable. Hein. En fait, ce qu'on gagne d'un côté, on risque de le perdre de l'autre. Donc, alors que c'est en valeur absolue qu'il faut pouvoir baisser. Donc, ça nécessite pas simplement d'être vertueux au bureau, d'être vertueux tout le temps. Et pour ça, il faut réenchanter en fait la raison d'être de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire, si on veut que les comportements les vertueux soient pérennes, il faut pouvoir avoir des systèmes d'incitation
qui vont permettre de maintenir dans la durée ce changement de comportement pour que ça devienne un art de vivre et que les gens apprécient finalement vivre un peu moins vite, faire un peu moins de choses, dépenser un peu moins d'argent dans des produits dont ils n'ont pas forcément toujours besoin. Donc c'est une nouvelle façon, une nouvelle société. Le monde d'après, c'est un monde où on va aller, ça sera différent, complètement différent, mais ce sera certainement mieux. Merci beaucoup, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de ce débat. Merci à tous les deux. On va maintenant passer à la bonne idée du jour.